Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et je suis avec Axel, je suis avec Thomas. On est ensemble pour préparer l'avant-match d'OM Lyon. Défaite interdite et réaction obligatoire de l'équipe, on vous l'a mis en vignette. Ça va l'équipe? Et confiant. Oh là là, c'est très mauvais signe. Le mec, il nous surprend quoi, direct, c'est incroyable. Suite, voilà. Oh là là. Ah non mais Axel confiant, c'est très mauvais signe généralement, il faut le dire. Oui, c'est rare que tu sois confiant toi, hein. Ça t'arrive pas souvent. Hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Absolument rien, juste Le pif. pif quoi. C'est le flair. Son pif légendaire. Le flair du supporter. Aïe. On va voir si ton flair va se révéler un bon flair ou au contraire si tu es plutôt un chien de la casse plutôt qu'un chien de chasse quoi. On va préparer ensemble cet avant-match. On va donner les dernières informations sur les groupes de Lyon et les groupes de l'Olympique de Marseille. Pardon, je bafouille un peu. On va parler de l'état de forme des deux équipes, enfin surtout de l'équipe lyonnaise parce que le nôtre, bon, on le connaît. Il y a pas de forme, hein, on va dire. Voilà, l'état de forme est calamiteux. On va donner un petit peu les éléments tactiques de ce match, quelles seront les clés du match, nos attentes. On va parler un petit peu tout ça ensemble et on aura aussi un petit épisode de La Tribune vous répond pour terminer notre émission. On a sélectionné quelques-unes de vos questions. Et on y répondra en fin d'émission, donc. Alors, pour les groupes, on démarre tout de suite avec celui de l'Olympique de Marseille, qui sera donc probablement sans Pape Gueye ni Bailly, car les deux joueurs ne se sont pas entraînés et seraient donc toujours blessés. Bon, Bailly, t'es pas surpris, Axel, hein? C'est classique, l'infirmerie il connaît, hein, c'est chez lui, hein, c'est sa maison. Après, c'était encore, c'était un peu limite de ce que j'ai cru comprendre, hein. Il était déjà sur le retour. Mais bon, est-ce qu'on va risquer déjà la rechute ou pas? Tudor a dit aujourd'hui qu'ils allaient faire des examens approfondis sur lui, donc c'est que... ben là, c'est plus des examens. Un bilan complet. C'est une thérapie, là. Une thérapie, un petit tour à Merano et ça ira. Voilà. On va le marabouter aussi. Peut-être que ça lui fera du bien. Non, ben voilà. Sinon, au-delà de ces deux joueurs, le groupe sera au complet. Au niveau des Lyonnais, ils auront Tolisso qui est absent, donc c'est quand même un bon élément qu'ils perdent, hein, même s'il n'est pas systématiquement titulaire. Ouais. Thomas, toi, tu penses que c'est une bonne perte pour nous? Franchement, c'est pas le Tolisso qu'on a connu au Bayern ou même à l'époque lyonnaise, hein, donc c'est un joueur aujourd'hui qui est beaucoup blessé, qui a beaucoup baissé en niveau. Ouais. Donc c'est pas forcément, je trouve, une perte immense pour eux, honnêtement. Oui. D'ailleurs, non, mais il jouait pas tout le temps et puis voilà, ses performances étaient un peu en dents de scie, on va dire. Au niveau donc de l'état de forme, on en parlait juste au début des Lyonnais. Alors, après un début de saison catastrophique et assez surprenant par rapport à leur planning en fait, puisqu'ils jouaient pas la Coupe d'Europe, ils ont une semaine à chaque fois pour préparer le match de championnat, un effectif qui est quand même assez fourni malgré tout. Lyon a connu un début de saison très très compliqué. Ils ont changé d'entraîneur donc le mois dernier. Ils ont pris Laurent Blanc à la place de Boss, que j'aurais aimé qu'il conserve. Oui, c'est dommage. Et là, il commence un petit peu à se reprendre. Vous le voyez à l'écran, les derniers résultats des Lyonnais. Donc, ils ressortent quand même de 2 victoires d'affilée, une à Montpellier, c'est jamais évident de gagner à Montpellier, et une contre Lille surtout, qui reste quand même une belle équipe. Donc, un état de forme, un adversaire qui est en train de se reprendre, n'est-ce pas Thomas? Oui, complètement. Depuis que Blanc est arrivé, même leur défaite à Rennes était sur le papier une très bonne défaite, parce que ils avaient montré vraiment du jeu. Enfin, c'est une équipe de Rennes qui est très difficile à prendre chez eux. Et puis après, contre Montpellier, ils ont fait un bon match, et contre Lille, ça a été un peu plus compliqué, mais ils ont été intelligents, notamment en deuxième mi-temps où ils ont fait un changement tactique. Lyon, depuis que Blanc est arrivé, ils évoluent dans une sorte de 3-5-2, 3-4-2-1. Enfin bon, tu le tournes un peu comme tu veux, quoi. Ouais. Et la deuxième mi-temps de Lille, par contre, ils sont passés en 4-4-2. Donc ils ont fait un véritable changement à ce niveau-là, et ça a de suite apporté un peu plus de
de nouveautés. Et puis surtout, il a fait vraiment des choix d'hommes blancs, c'est-à-dire que il a mis de côté des joueurs des jeunes qui avaient beaucoup joué, et notamment des jeunes. Je pense à Le Penant, à Tété, même Toko Ekambi par exemple, maintenant est sur le banc. Ouais. Il n'hésite plus à aligner, par exemple, Blanc aligne Lacazette, Dembélé, ce que ne faisait jamais Peter Bosz. Peter Bosz. Donc il y a de vrais choix. Il y a un mec comme Tagliafico qui prend énormément d'ampleur depuis que Blanc est arrivé, qui est un très bon joueur. Il a remis en scène aussi Oussama Aouar, par exemple. Ouais. Connaît, qui était un peu en vraie perte de vitesse. Il est en train de lui redonner une vraie place. Je pense aussi à un mec comme Cacré qui ne jouait plus trop avec Boss. Ben là, il a remis. Ouais. Donc il est en train de resituer un peu chaque joueur à leur place. Je pense même à un Boateng qui était un peu à la cave. Là, il est en train de vraiment revenir. Ouais. Il en a fait son taulier de la défense, en tout cas. De toute façon, il avait dit. Ouais. Blanc, en conférence de presse, lorsqu'il est arrivé, il a dit les jeunes, c'est bien, mais là, on est dans une situation où on fait plus jouer les jeunes. Je veux des tauliers. Voilà. Donc, il est en train de mettre un 11 de taulier. Il est en train de trouver son 11. Donc, tout ça pour dire, on les prend pas forcément au bon moment. Non. J'ai envie de te dire, voilà. Clairement pas, clairement pas. Compliqué. Et donc tu le disais, oui, ils jouent en 3-5-2. Vous voyez la dernière compo lors de leur match face à Lille. Donc voilà, le trio défensif, Loukeba, Boateng, Da Silva. Au milieu, c'est assez fourni quand même. Ils ont du beau monde au milieu parce que voilà, Tagliafico, tu disais, Aouar, Mendes, Cacré et Gusto à droite. Lacazette, Dembélé, la paire en attaque. Est-ce que Lacazette, Axel, ça serait pour toi le Lyonnais le plus dangereux? Je rappelle au niveau de ses stats, il en est à 8 buts et 3 passes décisives depuis le début de saison, ce qui est quand même pas mal pour une équipe qui était plutôt sur le déclin, mais sur la mauvaise pente, quoi. Oui, complètement. C'est vraiment le Lyonnais le plus dangereux pour moi sur ce match. Il est à 3 buts là sur les 3 derniers matchs. Il est en pleine forme. Surtout, malheureusement, il est en pleine confiance, ce qui est important pour un attaquant comme lui. Il a l'habitude de marquer sur les gros matchs. Il a l'habitude de marquer contre nous. Donc voilà. Je miserais bien. Voilà, je le crains énormément. Je pense qu'il va marquer dimanche. Ouais. Donc voilà, je crains énormément ce match. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Thomas. Voilà, on les prend vraiment au mauvais moment. Parce que pour le coup, ils ont les qualités que l'on n'a pas, je trouve. Ils prennent pas trop de buts. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts sur les derniers matchs, mis à part Rennes. Donc leur défense commence à se stabiliser. Ouais, Blanc a resserré un peu la vis. Il a resserré la vis. Leur défense est mieux. Leur milieu commence à être solide, plus créatif avec Ouar. Et devant, ils ont un attaquant qui plante. Donc en fait, toutes les qualités qu'on aimerait avoir, eux, ils commencent à les avoir. Donc voilà, c'est une équipe très dangereuse. Et de toute façon, Lyon à domicile, c'est notre bête noire, donc on peut être que inquiet. Ah oui, non, c'est sûr que c'est la bête noire habituelle qu'on a l'habitude de perdre à domicile face à eux. Voilà, on a toujours cette petite appréhension quand on les affronte, les Lyonnais, parce que c'est vrai qu'ils arrivent ici vraiment décomplexés et ils sont sur deux en fait à chaque fois qu'ils viennent chez nous. Ouais, Lacazette le plus dangereux, ouais, je suis d'accord. Après Dembélé, je crains quand même sa vitesse. Parfois Dembélé fait sa percussion. Je trouve que il reste intéressant comme attaquant. Dembélé, il peut nous faire mal. Hein. Déjà l'année dernière, physiquement, le but qu'il nous avait mis. Après, moi, je vais vous dire un truc. Son regard fait peur aussi. Non, mais je crains plus Oussama Aouar sur ce match-là. Je trouve qu'il revient bien. Et puis je le trouve toujours très inspiré contre nous. Donc ça c'est le propre des Lyonnais. Hein. Voilà. Donc lui, il peut vraiment faire la différence. Après, juste un truc tactiquement, pardon. Je suis pas persuadé qu'il sera en 3-5-2. Je crois. Je pense qu'ils peuvent tenter le coup du 4-4-2 qu'ils ont fait en deuxième mi-temps contre sur leur dernier match là. Donc attention. Il y a une vraie incertitude tactique avec Lyon, ce qui d'ailleurs n'est pas facile à appréhender. Et du coup, je pense que Tudor il réfléchit un peu à comment va jouer Lyon. Donc c'est aussi une qualité de plus que Lyon a, c'est que je trouve qu'ils ont réussi à vraiment bien changer de système en cours de match pour une équipe qui a un nouveau coach. Voilà, c'est costaud. Ouais, parce que pour le coup, l'incertitude tactique, elle y est pas de notre côté. Hein. Non, pas trop. On sait en général à quoi s'attendre, à part peut-être quelques changements individuels en tout cas, mais de système, absolument pas.
Je sais pas, est-ce qu'on en parle maintenant de la conférence de presse de Tudor ou on attend, ou c'est un peu après? Comment j'avais prévu d'en parler après, mais si tu veux, parce que en parler. on peut en parler maintenant parce que Tudor a dit une chose, je trouve très intéressante en conférence de presse pour une fois, hein, d'ailleurs, parce que sinon d'habitude c'est quand même assez mielleux. Plat, ouais. Il a quand même dit, alors c'était une question en fait qui était sur Alexis Sanchez. On lui posait la question de savoir est-ce qu'il était pas meilleur en soutien qu'en numéro 9. Il a répondu Sanchez peut jouer de partout, derrière l'attaquant c'est différent. Cela dépend de qui joue sur le terrain, que ce soit Harit, Under, Guendouzi ou Sanchez. C'est un mode différent d'affronter le match. Après c'est vrai qu'il faut que je pense plus aux joueurs qui sont capables de marquer et que j'accepte de perdre du point de vue de la qualité du jeu pour me concentrer sur la manière dont on peut marquer des buts, qui sont les joueurs qui sont en mesure de marquer. C'est un peu ce qu'on disait hein, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est que on n'a pas assez de joueurs qui savent marquer des buts. Donc c'est un peu une réflexion que je fais à voix haute. Donc en disant ça, je pense que déjà il va mettre plus de joueurs offensifs. Ouais, et je me demande si même tactiquement il peut pas évoluer et proposer une attaque à 2 attaquants. Ouais. Voilà. Il a reconnu aussi des erreurs lors du dernier match. C'est pas de lui ça, hein, de reconnaître qu'il a fait des mauvais changements. Notamment, il a parlé du fait que Klose aurait dû rester sur le terrain, qu'il aurait peut-être pas dû sortir. Il aurait dû mettre Payet. Il aurait dû mettre Payet. Voilà, et pas Suarez. Il a surtout mis Suarez, voilà. Ouais. Et il y a une forme de mea culpa qui a été faite par Igor Tudor en conférence de presse, effectivement. Est-ce que c'est un signe de perte de confiance du coach pour vous, Axel? Je pense un petit peu quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il sent que son groupe commence un petit peu à se retourner contre lui, notamment les remplaçants qui jouent très peu. Alors, il a peur de prendre la porte parce que là, il en est pas très loin malgré tout. Si on perd dimanche, ça va être compliqué de le garder. Donc je me demande un peu, voilà, s'il brosse pas certains joueurs dans le sens du poil, s'il se raccroche pas un peu aux branches, tu vois. Ouais. Parce que Payet, on en avait parlé. Hein, si tu commences à perdre, il peut foutre un peu la merde, mine de rien, Payet. Hein. On va y revenir en fin d'émission. Est-ce que c'est pas un peu mais ouais. C'est peut-être l'un des joueurs qu'il a essayé de flatter indirectement dans cette conférence de presse, puisqu'il a évoqué tout particulièrement son cas. En effet. Après, pour revenir au match de dimanche, on est sur des parcours un petit peu croisés, j'ai envie de dire, avec les Lyonnais. C'est-à-dire que nous, on est vraiment sur une pente descendante et eux, ils reviennent. Selon le résultat, ils peuvent revenir à une longueur de nous au classement. Seulement 1 point. Ça fait quand même bizarre de se dire ça, alors qu'il y a 1 mois, ils étaient à 9 points, ou on pouvait les mettre à 12 à un moment. On se disait, ça y est, on les voit dans le rétro, on les reverra plus. Comme quoi, bon, ça va très vite. Et on avait alors j'ai voulu intégrer une question d'un de nos auditeurs ici à ce moment-là de l'émission, parce que je trouve que elle arrive bien à s'inclure dans le programme d'avant-match. C'est une question de Olympien à vie. Notre plus grand fidèle, j'ai envie de dire, qui nous dit merci au passage, encore une super émission à écouter. Il nous a dit, question pour la prochaine émission, comment l'OM peut se relever d'une telle déconvenue? Alors il y avait une deuxième partie de question qui était, Tudor doit-il partir de lui-même? On va y revenir plus tard à celle-ci, mais déjà la première, comment l'OM peut se relever d'une telle déconvenue à la suite de cette défaite à domicile face à Tottenham? Est-ce que la difficulté à se remotiver va pas être une énorme problématique sur ce match, Thomas? Ça serait quand même très emmerdant, je trouve, qu'ils n'arrivent pas à se remotiver pour un tel match déjà. Bah oui. Mais il y a une forme d'abattement quand même, parce que depuis plusieurs matchs, ils disent que à chaque fois ils jouent bien et que finalement le scénario se retourne un peu contre eux. C'est du dépit. Ouais. Oui, après non. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils ont pris un gros coup derrière la tête après le scénario de Tottenham, c'est sûr. Entre le fait d'avoir tout donné, de pas être récompensé, de perdre l'Europa League, qui je pense quand même ça a marqué certains joueurs, surtout la manière dont ça s'est fait. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, je trouve aussi que ce match-là, en même temps, tombe à pic parce que t'as pas le temps là, t'as pas le temps de déprimer, de perdre confiance. Là, il faut juste rebondir. Et de toute façon, je pense qu'ils savent très bien une chose. Tu gagnes contre Lyon, tu relances un peu quand même la machine. Oui. Tu
les supporters, ça va calmer tout le monde. C'est pas ce qu'on dit depuis plusieurs matchs déjà? Si, Oui, mais bon. oui. Donc c'est sûr qu'on dit ça depuis plusieurs matchs, mais après, tu tombais sur, jouer Tottenham, c'est quand même pas un cadeau, quoi, tu vois. Non, C'est pas non bien plus, sûr. tu vois. Et malgré tout, je trouve qu'on a quand même fait un bon match contre Tottenham. On l'a dit, hein. On a tout fait, on a tout tenté. On n'a pas démérité. On n'a pas vu une équipe qui s'est fait rouler dessus, quoi. Loin de là. Ouais. Donc, je pense quand même qu'il faut se raccrocher à ça. Et je pense que c'est aussi un élément pour eux, pour se remotiver, de se dire, bon, ok, ça tourne pas en notre faveur, mais on n'est pas non plus aux fraises, quoi, tu vois. On est dans les matchs, même contre Lens, tu vois, Lens, on le perd, mais on est quand même dans le match, on a poussé, même si c'était brouillon, ben voilà, on a quand même essayé de faire quelque chose. On n'est pas totalement à la rue, voilà. Ouais. Donc je pense c'est quand même un motif d'espoir par rapport au match qui arrive et sur la faculté à rebondir après une grosse déconvenue. Voilà. Donc si je reprends pour répondre à la question d'Olympien Vie, comment l'OM peut se relever d'une telle déconvenue, c'est en restant sûr de ses qualités, en rappelant ses qualités, en misant dessus sur le terrain pour à nouveau essayer de retrouver le chemin de la victoire. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, tout n'est pas noir. négatif et je pense qu'on peut s'appuyer sur des bases à peu près solides. Voilà. Et après, il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. T'es d'accord, Axel? Plus ou moins, oui. Enfin, plus ou moins. J'ose espérer que dans cette équipe, il y a quand même certains tauliers qui se sont dégagés, notamment Guendouzi, des mecs comme Mbemba ou Sanchez. Ça, c'est quand même des mecs qui ont un esprit de grinta. J'espère qu'il y a eu une réunion quand même dans la semaine où ils se sont dit les choses, non, mais ils se sont dit merde, on peut pas rester comme ça. Il y a un esprit de revanche qui doit naître un peu contre Lyon quand même. Ouais. On est à domicile, il y a 60 000. J'espère qu'ils vont se bouger le cul, quoi. Ouais. Et c'est après sur le côté qui a dit attention, ce match-là avec le public. Non, mais je veux un esprit de revanche, de conquérant. On peut pas rester la tête dans le sac. On a perdu, on va pleurer sur notre sort. Non. Je pense que mentalement, même cette équipe, au début de saison, elle avait montré certaines qualités et qui sont quand même encore présents malgré tout. Voilà. Donc, je pense qu'on peut encore les voir dimanche. J'espère en tout cas. Et ouais. Après voilà, il va y avoir plusieurs questions à régler, hein, notamment celui de la fatigue et de l'éventuel turnover. On en parlait parce que les Olympiens, ils ont tout donné face à Tottenham. Ouais. Ils étaient complètement rincés en deuxième mi-temps. Il va falloir donc bien gérer les efforts du groupe pour ce match. Turnover obligatoire pour toi, Thomas? Oui, mais le problème c'est que tu as été surpris par la question. Non, mais c'est pas que oui, il faut du turnover. La problématique c'est avec qui? Parce que moi je veux bien faire du turnover, mais je trouve qu'on a des remplaçants aujourd'hui qui nous font quand même bien baisser en qualité. Donc ça reste un gros match. Je veux dire, là c'est pas Strasbourg, quoi. Tu vois, Strasbourg, tu pouvais faire tourner. Bon, même si tu l'as perdu, tu aurais jamais dû perdre le match, mais voilà. Dans l'idée, le turnover avait été plutôt bien fait. Ouais. Mais là, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, là, tu joues Lyon, hein. C'est pas un petit club. Donc, un turnover peut-être, mais pas à la hauteur que ce qu'on a vu, par exemple, contre Strasbourg, tu vois. Pas à ce niveau-là. Peut-être un ou deux éléments, mais je dirais pas plus. Et tu prends pas le risque de voir ton groupe s'écrouler en deuxième mi-temps comme face à Tottenham en limitant le turnover comme ça à 2 éléments? Non, parce que si je suis tout d'or et que je me remets en question, je fais mes changements plus tôt. Ah oui, bien sûr, oui, non voilà. On verra jusqu'à quel point il va assumer ce mea culpa et effectivement changer ou pas des choses parce que s'il nous a dit tout ça dans ces changements. S'il nous a dit tout ça en conférence de presse et qu'il fait rien derrière, bon, pour le coup, ça va être quand même assez décevant, cette attitude-là. On peut évoquer les clés du match, puisqu'on y vient. La première, pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, c'était en fait, tout simplement le fait que l'OM n'arrive pas à faire un match complet du début à la fin. Et donc, il faut quand même alors on répète certains éléments bien sûr, mais il faut quand même qu'on soit plus malin pour gérer nos temps faibles. On a des périodes dans les matchs où on est un peu plus en deçà et où on est en train de piocher physiquement, on est en train de prendre sur nos réserves, on se replie un petit peu, mais il faut arriver
à mieux subir le jeu, je pense. C'est quelque chose que l'on sait pas faire actuellement, la gestion de nos temps faibles. Et à chaque fois qu'on en a eu, on a pris des buts. Je te prends l'exemple face à Strasbourg. Dès qu'on a été un petit peu sur un temps faible, boum, on s'est pris 2 buts à la fin. Je te vois hocher la tête, Thomas. C'est pour ça que je prenais un exemple. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais le seul truc, c'est que en fait, t'as pas les joueurs pour défendre véritablement. Ah, quand même, t'as pas les joueurs pour défendre. T'as quand même ce qu'il faut sur le papier. Non, pas pour moi. Pour moi, t'as pas ce qu'il faut sur le papier. T'as une tactique qui pourrait te permettre de défendre bloc bas dans des temps faibles. Mais le problème, regardez les joueurs qu'on a. C'est-à-dire que les Pistons ne sont pas des joueurs défensifs, mais loin de là. Ils sont très mauvais défensivement, il faut le dire. Hein. Ça, c'est Klose et Tavares, c'est vraiment pas bon. Donc sur les côtés, on se fait poutrer à chaque fois dès qu'on subit. La défense centrale, alors il y a Mbemba, heureusement qu'il est là, mais t'as un Balerdi qui pour moi n'est pas un vrai défenseur pur et dur, dans le sens où au duel, il est nul. Il aime pas défendre, quoi, en fait. Il aime pas défendre, donc c'est quand même problématique. Et puis même ton milieu de terrain, alors t'as Rongier qui s'est gratté des ballons, ça ok, mais dès que le niveau est un peu au-dessus, tu vois que les ballons il les gratte plus. Et Verretou, c'est un joueur qui peut tout faire, il peut défendre, mais bon, c'est pas non plus sa tâche première. Ce que je veux te dire, c'est que sur le papier, t'as pas non plus des mecs où tu sais que si tu peux mettre le barbelé derrière, quoi, tu vois. Ça, je trouve on n'a pas cette Non, équipe mais sans mettre le barbelé, quand je dis gérer nos temps faibles, ça veut dire aussi, tu peux calmer le jeu, tu peux éviter de te jeter à l'avant en faisant des courses irréfléchies et gérer le tempo d'un match en ralentissant un petit peu le rythme, conservant un peu le ballon. Ça, oui, c'est quelque chose que on devrait savoir faire à notre niveau. Et à Strasbourg, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire. À un moment, tu récupères le ballon, tu poses le jeu, tu attends que la tempête elle passe, tu calmes le rythme, tu les endors un peu à nouveau, et voilà, tu retrouves un petit peu ce rythme qui te va sur le jeu. Après, est-ce que vous avez d'autres clés sur ce match à venir, Axel? Est-ce que tu t'en es noté? Déjà le mental, hein, être présent mentalement, mais ça c'est un peu une banalité, j'ai envie de te dire. Ouais, Non, ouais, mais ça va compter parce que on l'a dit, l'état mental, il va être important là, à juger sur le terrain. Bien bloquer la liaison Lacazette-Aouar, parce que voilà, ils se connaissent bien, c'est les 2 joueurs les plus dangereux, donc bien les bloquer et arriver à bien bloquer aussi les ailes, parce que voilà, Tagliafico, ça commence à monter en puissance, ça me fait un petit peu peur quand même. Ah, pour Lacazette, à la rigueur, si Mbemba, il peut lui mettre un petit coup d'épaule, oui, ça, voilà. Il commence à être habitué. Non, mais voilà, mais surtout. Vous avez vu que Son, c'est une triple fracture de l'orbite de l'œil qu'il a eu. C'est sûr. Il s'est fait défoncer. Le mec a pris une boule de pétanque dans l'œil, quoi. C'est incroyable. Le pauvre. Ah, mais voilà, je disais par rapport aux clés, voilà, bien bloquer les côtés, mais aussi pas hésiter à attaquer. Parce qu'ils sont un peu comme nous aussi, tu vois, Tagliafico et, comment il s'appelle à droite? Malo Gusto. C'est pas non plus des monstres défensifs, donc pas hésiter à attaquer sur les côtés. Je trouve qu'ils sont un peu fragiles défensivement. Ouais. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu t'es noté en clé de ce match? Non, c'est sûr que je rejoins Axel sur notamment essayer de bloquer au mieux Tagliafico qui monte énormément en puissance. Je trouve qu'il rayonne totalement avec le schéma avec Laurent Blanc. Donc c'est sûr que Jonathan Klose va avoir un vrai duel compliqué, je pense. Ça va être vraiment compliqué pour lui, mais beaucoup de choses vont se jouer avec lui, je pense, sur ce match-là. Après, il y aura une vraie bataille au milieu de terrain. Voilà. Si on reste sur le schéma, donc le 3-5-2 de Lyon, bon, il va falloir quand même les choper, les Aouar, Cacré, ce type de joueurs-là. Ça reste quand même des bons joueurs de Ligue 1. Donc Rongier Verretou, ça sera vraiment un truc à voir. Et puis moi, c'est vraiment essayer en fait, je pense qu'il faut essayer vraiment de les mettre à mal dès le départ, qui prennent pas confiance, parce que c'est une équipe, même si ça revient bien, je pense que si tu les étouffes comme il faut, tu les bouscules un peu dès le début, tu peux quand même les refaire tomber un peu en panique. Derrière, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas génial non plus. Contre Lille Souf, alors ils ont fait des changements, mais Lille n'avait pas su marquer. Je pense qu'il faut vraiment essayer de refaire une première mi-temps à la Tottenham, en essayant évidemment de gérer un peu mieux le truc, ou de faire des changements plus tôt pour pas qu'il y ait vraiment
cette baisse d'énergie, d'intensité qu'on a eu en deuxième mi-temps. Voilà. La clé d'ailleurs, ce sera aussi ma deuxième clé, c'est vraiment essayer d'impliquer les remplaçants plus tôt dans le match et qu'il y ait un vrai impact. Voilà, qu'il y ait un vrai impact, des vrais choix de fait, parce que on pourra pas s'en sortir à 11. Ah non. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit un groupe de 16, 17 joueurs à peu près du même niveau. Et on sait que nos remplaçants peuvent faire la différence. On l'a pas. Mais très bonne transition parce que tu dis on peut pas s'en sortir à 11, mais est-ce que le 12e homme sera présent? C'est ça aussi. Moi, dans mes attentes, j'ai mis ça aussi parce que, tu vois, tu parlais du scénario du match où il faut les bousculer dès le début. Mais d'un autre côté, et que tu disais, on peut réveiller leurs vieux démons en fait et les refaire plonger dans cet état qu'ils avaient au début de saison. Mais à l'inverse, si toi aussi tu te fais bousculer dès le début et que tu as un peu ce scénario noir où tu prends un but dans le premier quart d'heure ou un truc comme ça, attention à la réaction du public, etc. Où là, on risque d'assister à un cauchemar au stade. Je veux pas porter la guigne, mais pour moi... On le sent venir. Voilà, ne pas être ridicule face à un ennemi qui adore venir nous battre à la maison, c'est essentiel parce que là, sinon, le stade, ça va exploser. Hein. Déjà que là, ça gronde pas mal. C'est vraiment une de mes attentes, quoi, de ne pas être ridicule face aux Lyonnais, quoi. Après, je comprendrais que ça gueule, mais je veux pas que ça gueule alors qu'on perd 1-0, par exemple, tu vois. Ah, mais je peux t'assurer que si on perd 1-0 dès le premier quart d'heure, ça va siffler dans le stade. Ah non, mais pas partout, hein, pas partout, mais que ça siffle, ok. Mais, enfin, moi, j'attends du public qu'il encourage au maximum. C'est sûr que si c'est le scénario de l'année dernière où tu perds 3-0 et que ah non, là, laisse tomber. Que t'es largué, c'est sûr que ça ira pas. Mais même si on perd 1-0 ou s'il y a un match nul ou si ça, enfin, faut que le public joue son rôle, comme il a joué son rôle contre Tottenham. Je suis pas persuadé que le public va se retourner complètement, sauf évidemment c'est dans le catastrophe. Mais moi, c'est dans le catastrophe, c'est tu perds 3-0 à la mi-temps. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais. Toi, tu attendrais le 3-0 pour t'énerver? Non, c'est sûr, mais enfin. Si je vois qu'au bout d'un quart d'heure on fait rien et qu'on s'est pris un but, je peux t'assurer que sur les 60 000, il y en aura 50 000 qui vont siffler. Hein. Ouais, écoute, ça sera décevant, alors, je trouve. Ça va être ça, hein. Tavares, à chaque prise de balle, il va se faire siffler, ça va être des trucs comme ça, tu vois. En général, ce genre de match, c'est vraiment comment dire, le match couperé où tu peux d'un coup cibler les joueurs qui sont pas bons et tout ça. Enfin, le public peut cibler vraiment les joueurs qui sont pas bons et les enfoncer complètement. Et là, je crains ce scénario, quoi. Et toi, Axel, au niveau des attentes, tu as d'autres choses ou c'est un peu le même Mais moi, c'est sur le terrain, je veux un peu de vice, un peu des garces. Qu'on joue intelligemment. Des garces. Non, mais c'est vrai, je veux qu'on leur rentre dedans. Mais tu vois, qu'on soit vicieux, intelligent, qu'on joue bien les coups. Parce que d'habitude, on est un peu des enfants, hein, je trouve, sur ces derniers matchs. Ah oui, on est naïf. On est naïf. Je veux pas de naïveté. Tu regardes historiquement, les Lions, plein de fois, ils nous ont battus ces dernières années. Alors qu'ils étaient pas bien. Ouais, c'est vrai. On arrivait limite favoris, on perdait. L'année dernière, on était favoris, on a perdu. Il y en a eu plein des matchs comme ça. Je veux que cette année, ce soit notre tour. On n'est pas bien, les mecs, ils jouent tout sur ce match, en mode commando, on y va, le couteau entre les dents, on gagne 1-0 dégueulasse, j'en ai rien à cirer du jeu, mais je veux la victoire. C'est tout ce que j'attends de ce match. La victoire. Espérons. J'espère qu'ils mettront dans le vestiaire la vidéo de Chérou qui les provoque en début de saison. Hein. Comment il avait dit déjà, Axel? C'était quoi sa phrase? Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Hein. Il y a des clubs qui changent d'entraîneur et qui ont toujours pas de recrues et nous ils viennent. C'est pas anodin. Ouais. Ouais. Non mais voilà. Espérons qu'on arrive à les motiver comme il faut nos Olympiens. On va passer pour ça justement pour préparer au mieux notre match au 11 que nous a dessiné Thomas pour cette OM Lyon. Alors Thomas, cette équipe, tu nous l'as fait comment un peu? À quelle sauce? Plutôt offensive comme il a annoncé Igor? Écoute, j'ai essayé de me rapprocher le plus de ce qu'il a dit, dans le sens où il veut mettre des éléments pour marquer des buts. Ouais. Et il a parlé de certains joueurs, peut-être où il a fait un culpa, donc je pense que à mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, à mon avis, on risque de voir certains joueurs. Donc, dans les cages, on a Lopez, évidemment, hein, rien à lui reprocher de toute manière. Donc, il n'y a pas de raison qu'il joue pas. Ensuite, en défense,
Bailly, on a dit, est absent. Donc, du coup, je pars sur Mbemba, Balerdi et je mets Kolasinac. Alors, Ouais. même si Kolasinac, il est, je pense, enfin, je sais pas, tu me diras. Je sais pas s'il est affecté vraiment par son occasion ratée, etc. Mais en Ah, tout cas, d'accord. Non, moi, je pense pas. moi, quand même, hein, je pense que ça doit quand même un peu lui trotter dans la tête, pour le Oui, coup. mais après, voilà, Justement. Mais De justement, je forme. pense que après, c'est le type de joueur qui peut se motiver aussi grâce à ça et nous sortir un énorme match Voilà. pour se faire un peu pardonner. Donc, oui, parce qu'après, euh, c'est pas une boulette défensive, tu vois ce que je veux dire? C'est une boulette offensive, donc c'est différent pour moi dans la tête d'un après défenseur. c'est vraiment, enfin bon, on va pas en reparler, mais Oui, c'est vraiment, Oui, c'était énorme, oui. c'est énorme. Voilà. Donc c'est sûr que il peut pas rester insensible, je pense, par rapport à ce qui s'est passé. Donc non, en tout cas, non, bien voilà. sûr. Je remets Mbemba parce que tout ça, Mbemba c'est le taulier, mais j'espère quand même qu'il va un peu augmenter en niveau. Et puis Balerdi, qui démérite pas De depuis toute maintenant façon, il n'y a quelques pas, matchs. voilà. Bah, t'avais la solution Gigot, mais Gigot, moi, j'ai pas assez de Ouais. certitude avec ce joueur-là. Pas de Donc, boulette, Leonardo, s'il te plaît. non, voilà. C'est sûr. Si possible. Les Pistons, écoute, je vais partir sur Tavares et Klose pour une bonne et simple raison, c'est que moi, Caboret, je pense que Ouais. c'est trop léger. C'est Beaucoup dur, trop hein, léger. Caboret. Ouais, bah, c'est un, Et Tavares à droite, pourquoi on le testerait pas? On devrait tester d'inverser les deux en cours de match. Ouais, tu me diras, de toute façon, Tavares, il est complètement bête de son côté. Enfin, Non, mais puis surtout qu'il est à l'aise autant pied gauche que pied droit. Donc ouais. pour moi, tu peux le mettre à droite. Et Klose, il nous a montré qu'il était bon à gauche. En vrai, tu peux surprendre aussi, hein, en faisant ça. ouais, je pense qu'un des deux, pourquoi pas, mais les deux comme ça, inversés, j'y crois vraiment pas. Puis défensivement, je pense que ça sera encore plus terrible que qu'à leur poste. Donc, je pense que Tavares, faut quand même laisser à gauche. Klose, il a la capacité d'aller à gauche, par contre, effectivement. Mais je crois pas trop au Klose Caboret, tu vois. Ça, Ouais. pour ce match-là, j'y crois pas beaucoup. Bon, on garde les Euh, mêmes pistons. ouais. Au milieu de terrain, moi, je vais mettre les deux qui, pour moi, sont les meilleurs, tout simplement. C'est Guendouzi et Verretou. Ouais, moi Ouais. aussi. Parce que Rongier, bah, je suis désolé, mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même le mettre sur le banc. Oui. Un peu fatigué, Euh, hein. il est fatigué. Alors Guendouzi, il est pas en pleine forme non plus, mais il est quand même meilleur à ce poste-là. Et puis Verretou, par contre, lui, il est en forme. Enfin, en Il forme. revient bien Il depuis revient Il est quelques un peu mieux, bien, ouais, un peu mieux. un peu mieux, et je pense qu'avec avec un Guendouzi à côté de lui, c'est là où il sera le meilleur. Mm. Là où enfin, j'ai plus d'incertitude, c'est donc le trio de devant. Parce que il y a quand même beaucoup de candidats aujourd'hui, enfin beaucoup. Il y a des solutions possibles. Oui, pas Je vais pléthore, hein, non plus. Hein. Non, pas pléthore, mais bon, tu peux réfléchir sur deux, trois trucs parce qu'aujourd'hui, tu as 5 éléments véritablement qui peuvent se jouer la place entre Payet, Sanchez, Dieng, Harit et Under, pour moi. Hein. Ouais. Je pense que ça tourne autour de ces 5. Oui, Je mets Payet en 10. d'accord. Payet contre Lyon. Bon, voilà, je vais pas réécrire l'histoire, on connaît le truc. Je pense il aurait une motivation particulière pour ce C'est vrai. match-là. Tudor, je pense, lui a tendu la main avec la conférence de presse. Allez, Banco, À toi de rendre. on tente Payet en numéro 10. Et j'aligne, pour moi, le duo que j'aimerais voir une fois, pour une fois, c'est Sanchez-Dieng. Ouais. Parce que On aimerait bien. je pense que les deux peuvent fonctionner. Je pense que Sanchez, il pourrait vraiment bien être aidé avec Dieng, qui lui apporterait des choses qu'il n'a pas avec un Harit, par exemple. Bah ouais. Puis même Harit, voilà, sur les gros matchs, il m'a rien montré. Contre Paris, on sait ce qu'il a fait. Contre Tottenham, il a été dans le dur, j'ai trouvé. Voilà, je pense que sur les gros matchs, c'est encore compliqué pour Harit et Under, c'est pile ou face. Donc bon, pour le coup, tu vois, Under, je le verrais plus comme un remplaçant qui rentre à la 60e et puis Oui, c'est mieux pour lui. advienne que pourra. Voilà. donc je pars sur ce 11 là. Voilà. D'accord, ben non, Non, mais pas mal. je suis 100% d'accord et le trio offensif, il me plaît. Comme tu as dit, Payet, en général, il arrive à avoir cette mentalité-là que l'on veut et que l'on cherche à avoir lors des matchs face à Lyon, face à Paris, par exemple, ou d'autres adversaires un peu plus où il y a un peu plus d'enjeux, on va dire, et de rivalité. Lui, il arrive à avoir ce surplus de motivation, donc ça me va bien. Et le duo, de toute façon, Sanchez-Dieng, moi, je suis persuadé que ça peut fonctionner quand tu vois comment les deux peuvent remiser l'un pour l'autre. Tu as un Sanchez qui arrive mieux à combiner un petit peu en redescendant et un Dieng qui préfère prendre la profondeur. Je suis persuadé que ça peut être complémentaire. Donc,
Combien de fois on s'est dit contre Tottenham qu'il manquait un élément devant, parce que Sanchez redescendait trop. Bien sûr. Donc Dieng, je pense qu'effectivement il est devant Suarez, parce que la conférence de presse de Tudor sur Suarez, elle est catastrophique. Hein. C'est-à-dire que je pense que le Suarez, on ne le voit plus, à mon avis. Non. Là, pendant un moment, son entrée là, on va plus le voir. Moi, la seule interrogation que j'ai, c'est Payet malgré tout, parce que la mentalité, etc. Il va être motivé, mais bon. Le niveau de jeu aujourd'hui, qui peut te dire qu'il est au top de sa forme? Tu vois, j'ai juste une petite parenthèse. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils comprenaient pas pourquoi Payet n'était pas rentré contre Tottenham. D'ailleurs, Tudor l'a dit. Mais attention quand même, Payet. Hein. Je veux dire, le niveau depuis le début de la saison, il est quand même mauvais. Hein. Faut le dire. Hein. C'est mauvais. Son match contre Strasbourg, il est mauvais. Donc voilà. Franchement. Bon, je le mets, mais limite, c'est un peu pile ou face avec lui aussi. Ouais, bien sûr. Complètement. Je comprends. On va passer à la tendance des bookmakers sur ce match. Alors, est-ce qu'ils nous voient favoris ou pas? Ben oui, puisqu'ils mettent, alors, favoris, pas grandissime favoris, hein, puisque à l'heure où on enregistre, les cotes, c'est l'OM à 2,25, le nul à 3,55 et Lyon qui est coté à 3. Donc, on sent que quand même, c'est le match indécis par excellence, hein, pour les bookmakers, hein, non, Thomas? Ouais, mais je suis quand même étonné qu'on soit si favori. Ouais, quand même. Ouais. Parce que moi, je ne vois pas favori, clairement. Donc, j'aurais vu un truc plus équilibré, vraiment, tu sais, un style un 2,50, 2,50 et un match nul un peu plus haut, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, bon, ils nous voient favori, bon, pourquoi pas, mais, ouais. Je sais pas, tu vois, pour le coup, je suis un peu. Tu placerais pas le billet sur l'OM, quoi, de ce que je comprends. Je trouve qu'elle est pas assez intéressante, la cote, pour le coup. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, elle est encore peut-être un peu faiblarde. Toi, Axel, ça serait quoi ton pronostic sur ce match, du coup? Je te le demande, Thomas. J'ai voulu faire le mec un peu optimiste en début d'émission, mais bon, malgré tout. On va prendre 3-0. Malgré tout, ça y est, le pessimisme revient à la charge. En fait, c'est simple. Quand on joue Lyon, même quand on est favori, on perd. Alors là, je veux dire, on n'est pas favori, donc moi je pense qu'on va perdre. Ouais. Je pense qu'on perd. Je pense qu'on va perdre. Ouais. Voilà. C'est dit. Tu vois, il a jeté un froid sur l'émission. Ah ouais, là, mais s'il faut être, ça y est, on pronostique la défaite, quoi. Faut être réaliste. Je veux dire, plus si on est fatigué parce qu'on a joué contre Tottenham, enfin vraiment, ça va être compliqué. Hein. Aïe, Thomas, tu nous vois perdre aussi? Écoute, je pense qu'on peut le faire. Parce que je crois en une chose, c'est malgré tout le mental de cette équipe. Voilà. J'ai envie d'y croire. Je pense quand même qu'il y a des éléments dans cette équipe qui vont essayer de ramener un peu le truc positif. Et puis encore une fois, même si les résultats sont pas bons en ce moment, on l'a assez dit, le contenu c'est pas non plus dégueulasse. Voilà. Donc tu vois, si vraiment on était nul à chier, là, je te dirais, bon, non, franchement, on va se faire rouler dessus. Enfin, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, je vais te dire un truc. S'ils me font une entame de match comme on a fait contre Tottenham, écoute, ça peut passer parce que Lyon reste moins costaud que Tottenham cette année, tu vois. Ah oui, largement. Donc, donc voilà. Donc c'est quand même, et en termes d'intensité, je pense que la motivation. On peut les bouger sur l'intensité, c'est vrai. Voilà. Donc, j'ai envie d'y croire. Après, on est fatigué, ça c'est sûr. Hein. Lyon n'a pas de Coupe d'Europe, donc ils ont le sont temps de se reposer. Mais bon, de toute façon, là, il reste 2 matchs, puis après, de toute façon, t'as le temps de souffler. Donc, parce que t'auras pas beaucoup de joueurs à qui rendre la Coupe du Monde, à mon avis. Ouais. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, moi, je pars sur un petit match nul. Vous voyez, un petit 1 partout. Truc pisse froid, quoi. Non, mais en vrai, je pense que ça peut être le résultat du match. Et voilà, tout simplement. Et je serais... Alors, bon, faut voir toujours la physionomie du match, mais sur le principe, si tu me dis dimanche soir, à la fin du match, on repart avec un point, du Vélodrome, il y a eu un partout. Bon, bah écoute, je serais pas, voilà, c'est un moindre mal. Tu te satisfais du match nul? C'est pas que je m'en satisfais. Encore une fois, ça dépend de la physionomie du match. Mais c'est sûr que si tu mènes tout le long, que tu as 50 occasions et qu'à la fin, ils te mettent sur un contre pourri, ils t'en mettent un, oui, là, je serais énervé. Mais là, je me dis, un match nul, vu la situation, la spirale dans laquelle on est, ben, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Après, évidemment, je veux la gagne. Hein.
Oui, non, mais comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que tu vois, par rapport au discours que tu avais, par rapport au public qui pourrait gronder si ça tourne mal, tu vois, moi je pense que match nul dans ce cas-là, il risque de gronder aussi, tu vois, le public. Donc Pas tant que ça entre les deux. non, Hein. ouais, Ouais, bon, match nul. Hein. Ça dépend du match. Ça dépend du match. je sais Voilà, pas, c'est toujours pareil. on verra. Mais bon, en Ouais. tout cas, ouais, c'est Bon, possible match nul aussi, hein. on est Possible. partagé, hein, puisqu'on a donné les trois possibilités au sein de la C'est ça. tribune olympienne. Donc, on vous laissera trancher dans les commentaires. Donnez-nous votre pronostic pour ce OM Lyon. Vous noterez que j'évite à tout prix d'utiliser le terme olympico que je déteste au Répugne. plus haut point, voilà, qui me répugne exactement, voilà. On va passer à la deuxième partie de notre émission, qui est donc la tribune vous répond. On a quelques questions qu'on a sélectionnées. On a tout d'abord Arcanul Milik qui est de retour et qui nous... Arcanul. Ah ouais, le pseudo, il nous régale. Hein. Il est bon. Qui nous dit, salut les gars, pensez-vous que Longoria pourrait partir avec Tudor si celui-ci est viré? Et sur le mercato, ça parle d'un départ de Gerson. Dans quel club et pour quel prix? Merci, continuez comme ça. Alors oui, déjà, on va essayer de continuer comme ça. Merci Arcanul pour ton commentaire. Ouais. On va prendre la première question tout d'abord. Pensez-vous que Longoria pourrait partir avec Tudor si celui-ci est viré? Axel, ouais. Tu crois que, comment il s'appelle, McCourt, il pourrait faire le grand ménage? Pour ce qui est de Tudor, oui. Je pense qu'il peut partir. Bon, c'est un entraîneur, c'est le fusible facile. Mais Longoria, je pense pas que McCourt, il va le mettre dehors. Hein. Il aurait trop à perdre. Même Longoria, je le vois pas partir maintenant. Il est bien au club, il a un projet sur long terme, il restructure le club. Je le vois pas là partir en plein milieu de saison comme ça serait vraiment catastrophique, quoi, un séisme pour le club. On a l'habitude des séismes. Oui, bon là, ce serait pas mal. À l'OM, ça arrive tous les 6 mois, les séismes. Alors, Longoria, j'y crois pas. T'y crois pas, Thomas? Non. Est-ce que tu penses que ça serait un scénario possible? Je pense que c'est possible. Je vais dire pourquoi. Ouais. Je vois deux raisons pour lesquelles ce serait possible. La première, il faut se rappeler de l'interview qu'il avait fait sur RMC, chez Roten, où il avait dit que si on n'a plus de Coupe d'Europe, ou si on est exclu de la Coupe d'Europe... Ouais, bon, non mais attends, c'est pour te dire que il a dit, moi je pars. Donc déjà, tu vois, c'est un premier élément de dire, ok, je suis pas ad vitam aeternam chez vous. Ça, c'est le premier point. Il a mis la pression un peu par rapport à ça. Le deuxième truc qui pourrait me faire dire que ça pourrait arriver, c'est que, imaginons, McCourt dit, voilà, moi, Tudor, j'en veux plus. Ok? Je pense pas que McCourt dirait, Longoria, tu dégages. Mais par contre, je pense que Longoria pourrait dire, moi, si tu m'enlèves Tudor, je pars avec lui. Parce que il a tout fait pour mettre Tudor en place, quitte à rogner tout ce qui avait été fait l'année dernière. Ouais. Je pense que lui, si McCourt lui dit en janvier, Tudor, c'est plus possible, Longoria, c'est quand même très compliqué pour lui. Il peut très bien claquer la porte, ouais. De tenir sa place et de pouvoir, pouvoir tenir sa place, de se dire, oui, ben finalement, je me suis planté, etc. Tu vois, je suis pas persuadé de ça. Oui, c'est vrai, hein, t'es désavoué par le proprio, c'est chaud quand même. Surtout, il y a un élément qu'il a dit aussi hier ou avant-hier dans la presse espagnole. Il a dit, moi, on m'a présenté un projet où je suis président et je m'occupe du sportif à 100%. Si McCourt commence à lui dire, côté sportif, ça, je suis plus d'accord. Ça va pas le faire. Ouais, mais j'ai du mal à voir McCourt se prononcer comme ça sur le sportif, hein, honnêtement. Après, ça, c'est notre question. Mais si ça arrive, attention. Si ça arrive et que McCourt commence à lui dire, moi, Tudor, t'es bien gentil, mais j'en veux plus, mais moi, un autre entraîneur, bah attention à ce qui pourrait se passer. Ouais. Alors, moi, c'est vrai que je te rejoins sur ce point-là, Thomas. Ce qui me dit qu'il pourrait peut-être partir Longoria. Alors, c'est pas forcément compatible avec le départ de Tudor, mais c'est plus, ça tient à la deuxième question de notre ami Arcanul Milik, c'est s'il a les mains liées lors du mercato, en fait. Je pense que ça pourrait fortement le gonfler parce que, d'ailleurs, McCourt, il l'a déjà rappelé, hein, il a dit, là, au mercato, s'il n'y a pas de vente, on ne bouge pas. S'il n'y a pas de vente, ben, c'est même pas la peine d'essayer d'acheter un joueur. Les gars, on va arrêter le délire, ça suffit les déficits. Donc, je pense que comment il s'appelle, Pablo, ça peut vite le gonfler d'avoir parce que ça fait déjà 3 mercatos qui bricolent avec ceux qu'il a. Oui, ça lui de vendre.
Oui, après, voilà. S'il vend, il aura une marge de manœuvre. Donc, c'est à lui de vendre, mais s'il veut vendre, il peut vendre, à mon avis. Non, mais je veux dire, il peut se sentir quand même assez frustré par rapport à ça, qu'on lui dise à chaque mercato, bon, ça suffit, voilà, tu peux pas faire ce que tu veux. Je Comme comprends. il le sait depuis le début. Voilà, il le sait depuis le début. Ça, il sait qu'il a pas non plus. D'ailleurs, je trouve quand même, il a quand même eu déjà des moyens au-delà de ce que j'avais imaginé. Hein. Oui. Parce que recruter par exemple Gerson 20 millions, moi, j'étais pas persuadé qu'on puisse faire un joueur comme ça, tu vois. Même des Milik, qui jouent comme ça, qui sont bons, qui ont eu le résultat qu'on a eu, mais je veux dire, ça reste des gros salaires, des gros joueurs. Un mec comme Verretou, c'est un bel investissement aussi. Donc sur un mercato disant bon ben là c'est un peu on serre la ceinture, je le vois pas péter un câble à cause de ça. C'est plus vraiment le côté si on commence à lui dire ce qu'il faut faire côté sportif. Là, je pense que ça pourrait plus le tendre. Et on embraye sur la deuxième partie de la question de notre ami. Sur le mercato, ça parle d'un départ de Gerson. Effectivement, c'est sorti à plusieurs reprises dans certains médias. Alors, il nous demande dans quel club et pour quel prix. Alors, effectivement, si je reprends les dernières infos, une info qui a été confirmée en cette fin de semaine par Calcio Mercato et un site espagnol, je connaissais pas, fichares.net. Ton espagnol, il est bon, il est magnifique, bon. Hein. Pointu. Qu'est-ce tal. Tudor serait d'accord pour un départ du Brésilien, pas très surprenant. Tu m'étonnes. Et Séville serait très intéressé, donc forcément on repense à Sampaoli. Le club andalou devrait formuler une première proposition assez basse, puisque ça parle de 15 millions, et l'OM en espère minimum 20. On parle d'un accord qui pourrait être trouvé autour de 18 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses, Axel, de ça? Est-ce que 18 millions, pour un joueur qu'on nous vendait cet été sur les réseaux à 60 millions, ça fait une bonne clim, hein, quand même. Hein. Le problème, c'est qu'on l'a mis à la cave. On l'a pas bien, voilà, on l'a mis à la cave, on l'a pas fait jouer, on lui a fait perdre de la valeur. Si tu le vends 18 millions, honnêtement, c'est une énorme déception, quoi. Sur le plan économique, hein, c'est limite une petite catastrophe, je pense. Hein. On aurait pu au moins le vendre 30 ou 35 millions d'euros cet été. Et là, 18 millions, après tu limites la casse. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas en faire? 30-35 cet été, moi je suis pas persuadé. Encore une fois, il a fait 6 bons mois à l'OM. Ouais, mais on l'a acheté 25. Ouais, mais on l'a surpayé. On l'a acheté 20. Hein, bon, attends, on l'a surpayé, ce qui nous a quand même, il nous a qualifié. Julien, on peut pas surpayer. On peut pas dire qualifié en Ligue des Champions. On l'a pas surpayé. C'est le tarif pour un joueur qui a montré un niveau quand même. Enfin, je sais que tu l'aimes pas, mais faut pas déconner non plus, tu vois. Non, mais à la Roma, il n'a rien montré. Mais c'était il y a 4 ans, la Roma. Non, mais attends, Thomas, il a montré au Brésil. Je suis d'accord qu'il a montré au Brésil. C'est un championnat de peintre. Comme tous les Brésiliens ont montré au Brésil. Tu vois, je veux dire, ils sont tous passés par là. Est-ce que pour autant ça vaut 25 millions? Moi, j'en suis pas persuadé. Ça vaut déjà, on l'a acheté 20, et puis surtout, je pense pas que c'était surpayé. Par contre, pour répondre à la question, dans quel club et pour quel prix? Bon, le club, c'est sûr que Séville, ça me paraît quand même cohérent. La destination que tout le monde parce imagine. Que Sampaoli le veut et de toute façon, il est bon avec Sampaoli, hein, il aime bien ce style de jeu, donc ça matcherait. Et je pense qu'en termes de transfert, si on arrive à le vendre au prix où on l'a acheté, c'est déjà bien. Hein. Ça serait une opération à blanc au final. Et du coup, ça t'aurait pas coûté grand chose. Pour un joueur qui joue plus, c'est sûr que oui. Pour un joueur qui joue plus, je trouve que déjà c'est bien si on arrive à le vendre 20, parce que honnêtement, moi je suis Séville. Est-ce que je mets 20 millions sur Gerson aujourd'hui? Je me pose la question, tu vois. Donc voilà, je pense que 20 millions ça serait pas mal. Et après, par contre, cet été, oui, on a eu des offres. Putain, Longoria l'a dit. Et je pense que c'était des offres, à mon avis, aux alentours de 30 millions, et Longoria en voulait un peu plus. Voilà. Et ça s'est pas fait. Mais je pense que son départ, c'est joué à pas grand chose, à mon avis, pour tout te dire. Tu vois. Je suis pas persuadé qu'il a fait un non définitif. Il a dû écouter, il a dû négocier. Je pense qu'il voulait entre 35 et 40, il a eu que 30, et il a dit non. Voilà. En pensant que, de toute façon, ça allait augmenter, parce que, qu'il allait continuer à jouer, évidemment. Qui pourrait penser que Gerson est à la cave? Voilà. Donc, encore une fois, c'est un truc particulier. Voilà. Non, mais après, voilà, si on arrive à faire une opération blanche, comme tu dis, ça me va tout à fait, parce que après, autant, moi, pour ma part, Gerson, autant le prix d'achat, je l'ai trouvé gonflé, et autant les prix dont on parlait cet été, je l'ai trouvé également gonflé. Donc,
Pour moi, il y a beaucoup de surcotage autour de Gerson. Après, voilà, si on perd pas d'argent, ça me va. Écoute. Non, voilà, je pense que le plus important, c'est vraiment essayer de pas perdre d'argent sur ce coup-là. Et puis ça serait bien. La catastrophe que tu décris, Axel, ça serait de le vendre entre 5 et 10 millions. Là, ça serait vraiment une catastrophe. Ah non, autant le garder à ce tarif, quoi. Enfin, non, limite, mais si t'arrives à le vendre 20, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On va pas y arriver, je pense, hein. De toute façon, 20, Oh, il y a quand même moyen, c'est pas non plus un joueur. Là, c'est un joueur qui ne convient pas à un style de jeu. Oui, moi, c'est ça aussi. C'est pas un joueur qui est nul. Voilà. On sait qu'il peut être bon dans un certain système. Et puis surtout, il retrouverait un coach qu'il connaît parfaitement. Même si je sais que Julien, tu le trouves nul. Bah, je trouve quand même que, à mon avis, la majorité des supporters je le trouve pas nul. Je le trouve pas nul non plus, mais c'est surtout qu'en fait, bon, on va pas refaire le cas de Gerson de toute façon, mais voilà, je le trouve trop inconstant en fait. C'est ça qui me gonfle avec ce joueur. Et je trouve qu'il a le mental d'une huître. Et il a le mental d'une huître. Il faut arrêter le mec. Il a zéro mental. Il a zéro mental. Il sait pas se battre. Après, ça arrive souvent. C'est le genre de choses qui arrivent souvent quand même. C'est pas un guerrier. C'est la caricature du Brésilien. Dès qu'il a un truc qui va pas, il va pleurer, il va chialer. Voilà. C'est un Brésilien, bien sûr. Eh ben oui, c'est un Brésilien. Et voilà, c'est pour ça que. Donc les Brésiliens ont un certain tarif aussi. Tu vois, je sais pas. C'est un Brésilien et un Norvégien, ça se vend pas de la même manière, tu vois. Bon, sauf un, le Norvégien. Ouais. Sauf mais il est blessé, voilà, on va poser une offre dessus. On avait une deuxième question qui nous venait de Mélanie OM. Donc Mélanie, bonjour, je viens de découvrir vos vidéos et je me suis abonné. Ben, écoute, bienvenue parmi nos abonnés. Mélanie, on est ravis de te compter parmi nos abonnés. Ta question, elle concernait Payet. Alors tu dis que tu es une grande fan de Payet. C'est pas forcément le cas de toute la tribune olympienne, on va pas te le cacher. Est-ce que vous pensez qu'il aura un rôle de titulaire en deuxième partie de saison? Par contre, voilà, ta question est quand même assez pertinente parce qu'il n'a pas beaucoup joué en première partie de saison. On s'est aperçu qu'il nous manquait quand même un élément créatif, offensif à l'avant. Peut-être qu'il peut jouer ce rôle-là. En tout cas, en conférence de presse, il l'a dit, il a fait un petit peu aussi, lui, voilà, il a évoqué sa situation personnelle en disant qu'il a beaucoup travaillé pour être en forme, il se sent bien. À Strasbourg, il a eu de bonnes sensations. Le coach a sûrement ses raisons de penser que l'équipe est meilleure sans lui. Thomas aussi d'ailleurs, puisqu'il a annoncé dès le début de saison que l'OM serait meilleur sans Payet. Donc Payet a dit, à moi de donner tort à Igor Tudor et de lui mettre des problèmes dans la tête. Et ensuite, après, il a évoqué sa situation personnelle en disant, mais pourquoi discuter avec les dirigeants? Ça a jamais été ma façon de faire. Quand je joue moins, je travaille pour revenir. Le coach est celui qui décide. Je vais pas aller voir les dirigeants pour me plaindre. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais jeter l'éponge. Bon, je mets un peu plus de doute sur cette deuxième partie de réponse. Mais pour revenir à ta question, est-ce qu'il peut avoir un rôle de titulaire en deuxième partie de saison? Axel, est-ce que tu crois à la titularisation de Payet au fur et à mesure? Écoute, son retour, quoi. Moi, je dirais non pour deux raisons. Déjà, il va y avoir le mercato d'hiver où je pense que si Gerson s'en va, on va recruter un joueur créatif qui prendrait le relais au niveau de la création. Et le deuxième point, c'est que là, la première partie de saison, il y avait la Coupe d'Europe. Il y avait beaucoup de matchs, on avait besoin de beaucoup de joueurs. Et malgré tout ça, il a très peu joué. Donc imagine-toi, la deuxième partie de saison, il n'y a que le championnat. Pour moi, il va encore moins jouer en fait. Parce qu'il y aura encore moins de matchs, on aura encore moins besoin de lui. Il jouera la Coupe de France. Voilà, mais moi je le vois comme ça. Plus ça va aller dans la saison, moins il va jouer, parce qu'on aura de moins en moins besoin de lui. Ouais. Thomas, toi tu le vois pas reprendre un rôle de titulaire, Payet? Bah écoute, moi je pense que c'est possible. Hein. Je pense que c'est possible. Alors après, moi il y a juste une chose dans ces déclarations là qui me pique les yeux, c'est quand il dit j'ai eu des bonnes sensations à Strasbourg. Non mais c'est une blague. En première mi-temps, je veux bien, mais en deuxième... S'il trouve qu'il a eu des bonnes sensations à Strasbourg, je suis très inquiet pour la suite, parce que ça veut dire que son niveau d'exigence, il est quand même très très bas. Désolé Mélanie, ça pour le coup, là, je suis pas un énorme fan de Payet dans l'ensemble, on va dire, mais même si il a fait des très bonnes périodes à l'OM, il y a pas de problème avec ça. Après, est-ce qu'il pourrait revenir en poste de titulaire? Pourquoi pas? Parce que je suis pas persuadé aujourd'hui qu'un Harit, par exemple, alors désolé Romain Ring, mais je suis pas persuadé qu'un Harit toutes les émissions il va lui mettre une sauce. Non mais parce que quand c'est bête il faut le dire. Je suis pas persuadé que Romain Harit que Amin Harit c'est pas mal ça. qu'Harit soit un titulaire en puissance hyper régulier. Ah bah ça. Je veux dire voilà. Ouais. Donc au bout d'un moment quand même, je veux bien que Tudor l'aime beaucoup etc. Mais je pense qu'à un moment donné
il va aussi voir une chose, c'est que Harit, c'est les montagnes russes, donc il va avoir besoin de solutions de remplacement. Et puis il y a un élément dont on a parlé un peu en début d'émission, c'est quand même Payet, même si là il nous fait le gentil, le zen, etc. On sait très bien quand même que il peut tirer les ficelles un peu comme il veut, parce que là le coup de dire je n'ai jamais parlé aux dirigeants quand j'étais pas content. Oui. Dimitri, on t'aime bien, mais arrête. Donc je pense que Tudor d'ailleurs le voit. À mon avis, ça doit peut-être commencer. Et donc pour aussi un peu sauver son cul, Tudor, je suis pas persuadé. Je pense qu'il peut mettre Payet déjà un peu plus que ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Tu me diras, c'est pas compliqué, mais tu vois, à minima, jouer la moitié des matchs, par exemple, tu vois. Non, mais tu peux le réintégrer au fur et à mesure. Ça pourrait convenir à un Payet. Après, Payet, il va juste falloir quand même une chose, hein. Tu te remets en condition cet hiver. Voilà. Tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, tu pars un mois à Merano, mais tu me fais un truc propre. On le connaît, Payet. Tu me reviens pas avec la dinde sur le côté droit, les loukoums sur le côté gauche, et non, ça, les acras de morue, les acras, non, ça, s'il te plaît. Voilà. Non, mais toute sa carrière, il l'a fait, ça. Il revient de l'hiver, il est cramé tout l'hiver, il joue plus. Toute sa carrière, il a fait ça. Disons que là, il a fait ça un peu avant cette année. Tu vois, il a fait ça pendant l'été. Donc, justement, alors imagine-toi. On va espérer que ça tourne un peu, qu'il passe un hiver, LC, et que, Moi, après, je pense que sa mi-temps face à Strasbourg, elle était quand même bien la première mi-temps, même s'il aurait dû sortir en deuxième. En première mi-temps, il nous a apporté des choses qu'on n'avait pas forcément depuis le début de saison, c'est-à-dire des belles passes à un moment qui peuvent te permettre de casser des lignes défensives. On a vu beaucoup des belles passes contre Strasbourg. Oui, quand même. Regarde, Under, il a raté 50 occasions et à chaque fois, c'était des passes de Payet. On peut pas dire le contraire. Je suis pas sûr de ça. Hein. Bien sûr. On va voir. Ouais. Mais après, de là à être titulaire, je ne pense pas. Il faut pas oublier aussi que Payet, il a 35 ans. Voilà, déjà qu'il a le physique, ça a jamais été son point fort, la condition physique. Forcément, à 35 ans, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, Thomas, il est bien placé pour le savoir, lui, maintenant qu'il les a dépassés, les 35 ans. Petit tacle à la gorge. Ah, la balle perdue. Non, mais voilà, plus sérieusement, voilà. Je pense que un joueur de 35 ans, tu peux pas lui dire de revenir se refaire une place de titulaire comme ça. Mais après tout, pourquoi pas, hein, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer sur une saison, il peut s'en passer des choses. En vrai, si Payet revient titulaire, je pense que ça serait très mauvais signe pour le résultat de l'équipe. Ça voudrait dire qu'on est vraiment genre milieu de tableau, 10e, on n'est pas bien. Voilà. Je le vois comme ça, honnêtement. Ah, moi aussi. Désolé Mélanie, on espère qu'on t'a pas trop descendu Payet à tes yeux. Ne te désabonne pas. Qui reste quand même, on va le dire quand même, ça reste quand même un joueur, un très bon joueur à l'Olympique de Marseille sur les dernières années, même si ça a été souvent inconstant en fait avec Payet. Écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions pour les prochaines émissions. On fera ce qu'on peut pour y répondre de la meilleure des manières. On en a déjà une qui concerne les finances de l'OM. On essaiera aussi de faire un petit point lors de la prochaine émission. On se donne rendez-vous pour l'après-match de cet OM Lyon avec, on espère, un pronostic favorable pour Thomas. Hein, c'est ça. Que, voilà, bien. On est quand même une belle victoire à fêter. Ça ferait du bien, ça fait longtemps quand même là. Hein. Une belle victoire, franchement, il faudrait. Merci à tous d'avoir visionné cette émission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, commentez, posez-nous vos questions. Merci Thomas, merci Axel, et on se dit à très vite. Allez, ciao la team. Ciao tout le monde.